Le luxe ne vend pas des produits. Il vend de la rareté. Dans un monde dominé par l'intelligence artificielle, les plateformes numériques, les réseaux sociaux globaux et les entreprises capables de connecter instantanément des milliards d'individus, il peut sembler presque irréel qu'une maison née au XIXe siècle, spécialisée à l'origine dans la sellerie pour chevaux, puisse atteindre une valorisation boursière comparable, voire supérieure à celle de certaines entreprises technologiques considérées comme les moteurs du futur. Pourtant, Hermès incarne ce paradoxe avec une constance remarquable, prouvant qu'à l'ère de la dématérialisation, la rareté matérielle et symbolique peut générer une puissance financière durable. 4. Fondée en 1837 par Thierry Hermès, la maison commence par fabriquer des harnais et des selles pour une aristocratie européenne dont le cheval est encore au centre de la mobilité et du prestige. Lorsque l'automobile remplace progressivement l'équitation comme symbole de modernité, Hermès ne disparaît pas, elle se transforme, adaptant son savoir-faire au cuir, au sac, aux accessoires, au foulard, construisant lentement une image d'excellence artisanale et de continuité historique qui deviendra l'un de ses principaux actifs immatériels. Cette capacité à évoluer sans rompre avec son héritage constitue un élément central de sa force, car le luxe n'est pas simplement une question de qualité matérielle, il est une narration, un récit de tradition et de maîtrise. Contrairement aux géants technologiques dont la valorisation dépend souvent d'une croissance rapide, de projections futures et de cycles d'innovation accélérés, Hermès s'inscrit dans une temporalité lente, presque anti-moderne, où chaque produit est associé à un artisan formé pendant des années, où la production est volontairement limitée, où l'attente fait partie de l'expérience. Le sac Birkin, par exemple, n'est pas simplement vendu en rayon. Il est attribué, proposé à certains clients après une relation construite avec la maison, créant un système de sélection implicite qui renforce le sentiment d'exclusivité. Le philosophe René Girard a théorisé le désir mimétique, expliquant que nous désirons les objets non pour leurs qualités intrinsèques, mais parce que d'autres les désirent. Et le luxe fonctionne précisément sur cette dynamique. Lorsqu'une figure publique, une célébrité ou un membre d'une élite visible adopte un objet rare, celui-ci devient un médiateur de désir, un symbole que d'autres cherchent à acquérir non seulement pour sa fonction, mais pour ce qu'il représente. Lorsque Jane Birkin inspire la création du célèbre sac portant son nom, l'objet se charge d'une histoire, d'un mythe, d'une aura culturelle qui dépasse sa matérialité. 4. Le luxe ne vend donc pas simplement un objet, il vend un accès symbolique à un cercle restreint, un langage codé que seuls certains savent reconnaître immédiatement. Et cette logique ne concerne pas uniquement Hermès. Chanel, sous l'impulsion historique de Coco Chanel, a construit un univers où l'élégance devient une signature culturelle, tandis que Louis Vuitton a transformé ses malles de voyage en symboles globaux de statut. Et même des marques comme Rolex ont bâti leur puissance sur une association constante entre précision technique et réussite sociale. La psychologie du statut explique en grande partie cette résilience financière. Dans toutes les sociétés humaines, il existe des hiérarchies implicites, des mécanismes de distinction, des signes extérieurs de reconnaissance, et le luxe fournit ces marqueurs visibles. Porter un sac Hermès, une montre Rolex ou une veste Chanel ne se réduit pas à une préférence esthétique. C'est une manière de signaler une position, d'affirmer une appartenance, d'inscrire son identité dans un récit social plus large. Cette dimension symbolique crée une demande relativement inélastique au prix, car ce qui est recherché n'est pas seulement l'objet, mais la reconnaissance qu'il procure. 4. C'est ici que la stratégie tarifaire devient cruciale. Là où une entreprise technologique peut baisser ses prix pour conquérir des parts de marché ou réagir à la concurrence, certaines maisons de luxe refusent cette logique, car le prix élevé fait partie intégrante du message. Réduire les prix risquerait de banaliser le produit, de l'inscrire dans un univers plus accessible et donc moins distinctif. En maintenant des tarifs élevés, Hermès renforce la perception que ses créations appartiennent à une catégorie à part, presque immunisée contre les cycles économiques ordinaires. Ce positionnement crée un cercle vertueux. La rareté alimente le désir justifie le prix renforce le statut, et le statut attire de nouveaux désirs mimétiques. À l'inverse, les géants technologiques doivent constamment prouver leur pertinence par l'innovation, la performance
et la rapidité d'adaptation, car leur valeur repose sur des projections de croissance et des avantages concurrentiels susceptibles d'être remis en cause par une avancée technologique imprévue. Dans une économie où les logiciels peuvent être copiés, où les applications peuvent être remplacées en quelques années, la rareté matérielle, associée à un savoir-faire artisanal, acquiert une dimension presque antifragile. Un produit numérique peut devenir obsolète du jour au lendemain, tandis qu'un objet de luxe, soigneusement entretenu, peut traverser les générations, devenir héritage, voire investissement. Certaines éditions limitées de sacs ou de montres prennent de la valeur sur le marché secondaire, renforçant encore la perception que l'achat n'est pas seulement émotionnel, mais stratégique. 4. Il serait toutefois simpliste de réduire le succès d'Hermès à une simple exploitation du désir mimétique. La cohérence de la marque, son contrôle familial, son refus d'une expansion trop rapide, son investissement constant dans la formation artisanale et la qualité des matières premières contribuent également à cette solidité. Là où certaines marques de luxe ont parfois dilué leur image en multipliant les licences ou en élargissant excessivement leur gamme, Hermès a maintenu une discipline stratégique qui protège son capital symbolique. Pourquoi Hermès peut-il valoir plus que certains géants technologiques ? Peut-être parce que la technologie répond à des besoins fonctionnels évolutifs, tandis que le luxe exploite des dynamiques psychologiques profondes et relativement stables, liées à la comparaison sociale, à la quête de distinction et à la reproduction des hiérarchies symboliques. Tant que les individus continueront à se comparer, à imiter et à chercher des signes visibles de reconnaissance, le luxe conservera une pertinence structurelle. Le luxe ne vend pas des produits, il vend de la rareté, et cette rareté, lorsqu'elle est soigneusement organisée, soutenue par une narration cohérente et renforcée par des mécanismes psychologiques puissants, peut générer une valeur financière qui rivalise avec celle des entreprises les plus innovantes du monde numérique. Dans la tension entre innovation rapide et désir intemporel, il apparaît que la maîtrise du symbole peut, parfois, s'avérer plus durable que la course permanente au progrès.